Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, la nouvelle émission Bismart dédiée à la gestion de vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jours avec Patrimoine thématique. Patrimoine thématique consacré tous les vendredis à l'investissement dans l'art. Un rendez-vous qui vous est proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée dans le domaine de l'art. Nous recevrons d'ailleurs pour ce premier vendredi Gauthier Rossignol, associé au sein de la maison de vente Agut, afin de se demander si l'on peut réellement considérer une œuvre d'art comme un actif financier comme les autres. Et puis dans Enjeu Patrimoine, nous aborderons la thématique du crowdlending, le prêt participatif via des plateformes spécialisées. Si ce placement est souvent connu pour les investissements immobiliers ou encore donc le prêt à des projets d'énergie renouvelable, il a également été mis sur le devant de la scène récemment car il est éligible au PGE pour les entreprises. Comment fonctionne ce type de placement? Qu'attendre en termes de rendement? Nous en parlerons avec Florence Demopéou, directrice générale de financeparticipative.org, et Aurélien Gouraud, directeur des opérations et du développement chez Lendopolis. Et puis dans la deuxième demi-heure de notre émission, nous serons ensuite rejoints comme tous les jours par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, afin de donner la parole aux professionnels du secteur de la gestion de patrimoine et de comprendre leur vision en cette rentrée de septembre. Bienvenue à vous tous qui nous regardez. Smart Patrimoine, c'est parti! Patrimoine thématique, un rendez-vous consacré tous les vendredis à l'investissement dans les œuvres d'art. Un rendez-vous pour lequel nous retrouvons d'ailleurs chaque semaine Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur ces questions-là. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Alors Sybille, vous allez suivre donc tous les vendredis, semaine après semaine, les actualités, les enjeux du monde de l'art. Qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine, Sybille ? Alors, côté maison de vente, l'AFP, l'agence France Presse, a annoncé cette semaine organiser leur première vente aux enchères. Quelques 200 tirages argentiques seront présentés le dimanche 3 octobre 2021 sous la direction de la maison Digar Auction. Elle sera précédée de 15 jours d'enchères ouvertes sur la plateforme artsy.net. Les tirages vont de 1944, date de création de l'AFP, à 1998, qui marque la généralisation des boîtiers numériques de l'agence. Alors on commence à voir à l'écran effectivement quelques exemples de ces tirages. Quel sera le thème de ces photos, Sybille ? Alors ce sera très large, de la libération de Mandela, la mort de Che Guevara ou encore un dimanche normal à Coney Island. La vente rassemble des photos de moments historiques ou des tirages emblématiques de certains grands titres de presse. Vous pourrez apprécier les images en amont dans 3 lieux parisiens, la Fisheye Gallery, la maison We Are et la galerie 75 Faubourg. Et alors on continue avec les actualités dans le monde de l'art. Côté numérique à présent, Sybille, les NFT continuent à conquérir le monde. Oui, Christie's part en Asie pour une première vente de NFT Non-Fungible Token du 17 au 28 septembre. La vente No Time Like Present permettra aux acheteurs de faire une offre pour les 3 types d'œuvres d'art NFT les plus populaires. Alors accrochez-vous, CryptoPunk, hashtag 9997, Bored Ape Yacht Club, le numéro 8746 et Meatbeat, le numéro 6337. Les CryptoPunks sont des collections de 10 000 visages pixelisés. Bored Ape Yacht Club est une collection de 10 000 personnages ape, donc des singes, conçus par Hugo Labs. Et Meatbeat est une collection de 20 000 caractères numériques créés par Lava Labs. Voilà, des noms faciles à prononcer, on l'aura compris. Mais cette actualité, finalement, Sybille, s'inscrit dans une période actuelle où les plus grands noms se tournent aujourd'hui vers ces technologies. Oui, cette semaine, Visa a acquis le CryptoPunk numéro 7610 pour 49,5 Ethereum, soit l'équivalent d'à peu près 140 000 €. On voit bien que certaines institutions essaient de se placer sur ce genre d'actifs. Et puis pour les maisons de vente, cela permet aussi de se tourner vers une nouvelle génération d'acheteurs. 73% des acheteurs NFT sont nouveaux chez Christie's avec un âge moyen de 38 ans. C'est 13 ans de moins que l'âge moyen des clients des autres ventes. Et ça peut être aussi rentable finalement que certains cryptoactifs, puisque la cote de certains artistes a littéralement explosé cette année, Sybille. Voilà, oui, Artprice fait le point sur les artistes contemporains dont les résultats d'enchères ont atteint des sommets. Le média cite 3 artistes qu'il faut garder à l'œil cette année. Le premier japonais, Hide Tatsuhiro,
a.k.a. Tide. Il a vu son œuvre estimée à $9 000 être vendue $480 000 à la SBI Art Auction de Tokyo. Un record pour cet artiste japonais de 37 ans. La toile en question, Two of Us, représente un chat inspiré des dessins animés et des mangas. Et il semble que ce petit chat soit devenu le nouveau compagnon préféré des Japonais. Alors ça, c'était au Japon. Aux États-Unis à présent, celle qui sort du lot, c'est l'artiste Emily Mae Smith. Oui, dont l'œuvre a dépassé le million, alors que Bloom Life en 2014 était estimée $50 000. La vente s'est terminée à $1,5 million. Toutes les œuvres de l'artiste ont particulièrement dépassé les estimations ces dernières années, mais cette vente à Hong Kong a surpassé les espérances au marteau de Philips. L'artiste à la croisée entre le symbolisme et le pop art est représenté par Rodolphe Johnson et Perrotin. Et enfin, à Sotheby's, l'œuvre de l'artiste kényan Michael Armitage, Early Portrait, a dépassé l'estimation de $20 000 à une vente à plus de $500 000. Depuis que le Metropolitan Museum de New York a acquis une de ses toiles à White Cube, l'artiste explose. Il est désormais considéré comme l'un des meilleurs représentants de la nouvelle peinture kenyane. Il monte en flèche, d'autant plus que cette œuvre était peinte en 2004. Ce tableau était donc particulièrement précoce pour l'artiste. C'est impressionnant, hein, entre l'estimation et le prix de vente, on peut faire du x10, voire x100. On en parlera peut-être dans un instant avec notre invité. On termine en tout cas ces actualités avec un autre record, Sybille. Voilà, le peintre Lee Ufan qui a été adjugé à 3,1 milliards de won, donc 2,66 millions de dollars. Un record pour cet artiste coréen vivant. C'est East Winds qui est devenu l'œuvre d'art la plus chère d'un artiste sud-coréen vivant. Et cela a été annoncé mercredi par Seoul Auction. C'est une pièce phare de la série Winds de Lee datant des années 80. Merci beaucoup Sybille Aoudjan de nous avoir du coup présenté les actualités du monde de l'art de cette semaine. Sybille Aoudjan, je rappelle que vous êtes journaliste spécialisée dans le monde de l'art et nous avons justement le plaisir d'être en plateau avec Gauthier Rossignol, associé à la maison de vente Agut. Bonjour Gauthier Rossignol. Bonjour. Alors on a entendu effectivement ces actualités dans le monde de l'art et on a compris que les ordres de grandeur peuvent être parfois démesurés quand on parle en tout cas des NFT. Pour ce premier vendredi, vous l'avez compris, c'est un rendez-vous tous les vendredis pour comprendre un petit peu l'investissement dans l'art. On a souhaité, avec Sybille, poser un cadre un petit peu pédagogique sur cet investissement. Et je vais commencer en étant un petit peu provocateur avec les critiques qu'on peut faire sur l'investissement dans l'art, ou en tout cas ce qu'on peut entendre. Et on entend souvent que c'est un monde d'initiés ou que l'investissement dans l'art ou l'achat d'une œuvre d'art, c'est réservé à ceux qui ont les moyens, voire beaucoup de moyens. C'est un constat que vous partagez ou c'est une idée un peu fausse de l'investissement dans l'art aujourd'hui ? L'art n'est pas uniquement un marché dédié aux initiés et aux gens fortunés. Ça, c'est pour répondre à une des questions que vous avez posées. La seconde, c'est investir dans l'art. C'est pas galvauder l'art, c'est pas le réduire uniquement à un placement financier. D'accord. L'art, dans toute sa splendeur, a quelque chose en plus que tous les placements financiers. C'est qu'en plus, vous pouvez en jouir. Donc là, on ouvre tout le champ des possibles. Quand on peut profiter de ce que l'on aime, parce que ça reste très subjectif, l'art peut commencer à 1,50 €. Tout dépend de quel point de vue on se place. Bien sûr. Tout dépend des goûts des uns et des autres. Jusqu'à 400 et quelques millions d'euros, voire bien plus. Et on verra demain avec les NFT, en effet. Alors en France, le Conseil des ventes nous impose plusieurs limites, un cadre. Et aujourd'hui, on ne peut pas forcément vendre des NFT comme ça. Aux États-Unis, Christie Sotheby's s'y mettent. Ce seront certainement les nouveaux prix de demain. On verra si ce seront les nouveaux prix de demain en France pour nos collectionneurs. Mais aujourd'hui, on a un marché mondial. Donc, les acheteurs sont partout, quel que soit le pays. Voilà. Est-ce qu'il faut s'y connaître ou est-ce qu'il y aurait des clés particulières ou alors voir une typologie d'acheteurs spécifique ? On peut acheter sans s'y connaître. On peut investir en ayant forcément des compétences ou être accompagné. Si on parle d'investissement, on a besoin d'avoir des connaissances. On a besoin d'être accompagné, soit par un expert, soit par un marchand, soit par une maison de vente aux enchères, soit par un curateur au sein d'un musée. Voilà. On a besoin d'être accompagné parce qu'il y a des écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Acheter de l'art comme ça à tout va, faut déjà savoir ce que l'on aime. Et comme toute chose, il faut être cohérent. Quand vous êtes collectionneur et que vous voulez lancer une collection, certains auront besoin d'avoir un thème. On n'achète pas comme ça pour le plaisir d'acheter. Certains le font. Très bien. Donc on achète quoi, une période en particulier ou une thématique en fait, c'est bien d'avoir une thématique, c'est bien d'avoir un angle.
comme dans la presse, c'est bien d'avoir un angle, tout simplement pour avoir un fil conducteur. Il faut donner un sens à sa collection. Moi, je m'occupe de l'automobile ancienne. Je vends aussi des voitures modernes, mais des voitures de prestige. Je vois certains collectionneurs qui, parfois très fortunés, vont simplement aller sur les populaires françaises des années 50, 60, 70. Pourquoi ? Parce qu'elles les ont fait rêver quand ils étaient petits. Certains nouveaux collectionneurs, vous parlez des nouveaux collectionneurs qui ont 38 ans chez Christie's et c'est 73% de la nouvelle clientèle sur les NFT. Ces 73% de nouveaux clients étaient certainement déjà clients d'autres maisons de vente ou chez Christie's, mais sur d'autres domaines. Et en fait, aujourd'hui, ces collectionneurs-là vont sur les NFT parce que c'est un nouveau marché. On est toujours en quête de nouveaux marchés. Parce qu'il faut répondre à une demande et puis surtout, il faut créer le besoin. Il faut susciter l'envie parce que c'est un marché. C'est pour ça qu'on peut parler d'actifs financiers. Ça reste un marché. Avec ça reste de une l'offre et de la économie. demande. Ouais. Mais Tout à fait. Quand vous parlez d'écueils dans ce marché, C'est pour ça qu'il faut être un peu initié. est-ce qu'il y a des différences sur un marché financier plutôt normal et le marché de l'art qui pourrait Bien avoir sûr. des spécificités bien vraiment sûr. propres? Les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Si vous voulez, vous avez la possibilité d'acheter, je vais prendre du LVMH au CAC 40, c'est facile, ça prend 38% cette année, voilà. Et vous avez la possibilité d'acheter ce qu'on appelle des Young Timers aujourd'hui dans l'automobile de collection. C'est les voitures des années 80, 90, 2000 qui ont très clairement le vent dans le dos aujourd'hui. Avec, faut savoir que l'automobile ancienne, c'est 476% d'augmentation entre 2012 et 2015. Donc c'est colossal, c'est plus que l'or. Donc ça veut dire quoi un young timer, c'est entre guillemets, on anticipe une progression future du prix pour le coup, et donc là on vient chercher ça comme un actif financier. Exactement, exactement. Certains collectionneurs vont se dire plutôt que de mettre tous mes œufs dans le même panier, certaines personnes qui ont en plus des liquidités assez importantes vont investir dans le CAC, vont investir dans l'immobilier, vont investir dans d'autres bourses internationales, et puis ensuite vont aller vers les peintres vietnamiens, vont aller vers l'automobile, vont aller vers l'or, vont aller vers l'horlogerie, vont aller vers les vins. Les vins connaissent depuis 5 ans, les vins et spiritueux, un chamboulement total avec le marché chinois. Les Chinois sont acheteurs et en plus consommateurs. Aujourd'hui, vous achetez une caisse de Romanée Conti, nous on la boit jamais. Eux, ils la boivent. Eux, clac, ils ouvrent la boîte, ils débouchent. Et sur les œuvres d'art en tant que telles, du coup, effectivement, là, vous avez donné plusieurs exemples, notamment l'exemple d'un investissement en action. Aujourd'hui, si on reprend l'exemple d'LVMH, une action LVMH, on est assuré à 100% ou presque de pouvoir revendre son action LVMH. Quand on achète une œuvre d'art, est-ce qu'on a la même certitude aujourd'hui? Et notamment quand on l'achète, si je reprends les montants qui étaient évoqués tout à l'heure, où on passait une œuvre estimée à 50 000 euros qui se vend finalement 1 500 000 euros, dollars, pardon, c'est en dollars. Est-ce que là, on a la même assurance du coup de pouvoir revendre quand on se place d'un point de vue d'un investisseur dans l'art? Effectivement, on est content de l'avoir dans son salon, mais il y a un moment où on veut faire cette revente. Alors, encore une fois, si on est bien accompagné, on achète au bon moment et on achète la bonne œuvre. Tout marché est générationnel, et ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, on parle de NFT, on parle d'acheteurs qui ont moins de 40 ans. Aujourd'hui, acheter, par exemple, un Monet n'a plus la même cote qu'il y a 20 ans. Ça paraît hallucinant. On parle d'un Monet, c'est dans tous les grands musées, c'est à la Art Gallery, c'est à Vous voulez dire que la cote a baissé sur 20 ans? Bien sûr. Bien sûr, aujourd'hui, on veut un Viala, on veut un... Bien sûr, certaines signatures seront toujours très importantes, un Munch, un Picasso. Mais est-ce qu'il existe des valeurs sûres Il existe des valeurs refuges. LVMH est une valeur refuge. Mais dans le monde de l'art. Et dans le monde de l'art. Mais bien sûr qu'il existe des valeurs refuges. Vous prenez de grandes signatures, ce sont des valeurs refuges. Donc on peut considérer qu'il va y avoir une augmentation. Bien sûr. La seule chose, c'est qu'on va appeler ça des placements de bon père de famille. C'est pas là-dessus. Vous parliez de 50 000 $ à 1 500 000 $. Là, non. Faut pas croire cela. En revanche, il y a des marchés peut-être plus risqués, dans une certaine mesure, mais qui vous promettent monts et merveilles, et bien souvent ce ne sont pas des promesses, et vous avez des valeurs ou des placements, je parle là pour le coup d'art, qui sont plus sûrs, mais aussi, entre guillemets, à des prix nettement plus élevés pour certains, parce qu'on va chercher de très grandes signatures. La plus-value va être plus stable, plus lente, mais elle est quasi certaine. Voilà. Et après, pourquoi Monet aujourd'hui a moins la cote?
attention, je ne suis absolument pas en train de dire que la cote de monnaie est en train de s'effondrer, ce n'est pas du tout le cas. Je dis simplement que la clientèle qui s'intéressait à cet art, elle a vieilli. Et du coup, les nouveaux arrivants sont intéressés par d'autres artistes. Merci beaucoup, Gauthier Rossignol, de nous avoir détaillé du coup ces quelques indices pour investir dans le monde de l'art. On l'aura compris, effectivement, c'est pas un milieu uniforme. Il y a différents courants. C'est un milieu riche et on peut investir de différentes manières. Effectivement, on vous a donné dans les actualités les prix donc les plus extraordinaires, mais il y a effectivement tout type de placements. Gauthier Rossignol, associé à la maison de vente Agut. Merci également Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur ces questions-là chez Bismart. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Enjeu patrimoine, c'est le moment de décortiquer un sujet d'actualité avec plusieurs experts autour de la table afin de comprendre comment gérer au mieux son patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons parler non pas de crowdfunding, mais de crowdlending, le prêt participatif, qui est donc la déclinaison du financement participatif au prêt. On en parle avec Florence Demopou, directrice générale de financeparticipative.org. Bonjour Florence Demopou. Bonjour. Et on en parle également avec Aurélien Gouraud, directeur des opérations et du développement chez Lendopolis. Bonjour Aurélien Gouraud. Bonjour, alors on va parler des tendances du crowdlending, ce qui vous expliquera un petit peu pourquoi on a choisi de traiter ce thème aujourd'hui. Mais juste avant, Aurélien Gouraud, je me tourne vers vous. Si vous deviez nous définir le prêt participatif, le crowdlending en quelques mots, comment est-ce que vous nous l'expliqueriez ? L'idée est simple, c'est de proposer à des particuliers de prêter directement à des entreprises qu'on leur présente, qui sont complètement identifiées, sur lesquelles on leur fournit le maximum d'informations sur des projets complètement identifiés, à la différence des produits d'épargne classique où on confie son argent à un autre. Là, on définit clairement le sous-jacent de son investissement et de son prêt. Donc en fait, on reprend l'idée du crowdfunding où on va sur une plateforme et on investit dans tel ou tel projet contre récompense ou non. Après, il y a différentes façons effectivement de faire du crowdfunding. Là, le crowdlending, c'est le même fonctionnement, sauf qu'en fait, on n'investit pas, on prête simplement à une entreprise, mais on va sélectionner le projet dans lequel on a envie de se lancer. Ça reste un acte d'investissement et on cherche un rendement avec une maturité clairement identifiée, puisqu'on est sur un produit de taux, à la différence d'un investissement en action, par exemple, où on a plus d'aléas sur son investissement. On est sur un produit de taux avec une rémunération qui est affichée dès le départ, des modalités de remboursement qui peuvent être mensuelles, trimestrielles, annuelles, voire à la fin du produit, et une maturité complètement identifiée, et aujourd'hui sur des maturités qui oscillent entre 18 mois comme 5 ou 6 ans. Alors il y a plusieurs façons d'investir, on va les détailler pour vous. Juste avant, Florence Demopou, financeparticipative.org suit du coup les tendances du crowdfunding de manière générale, et du coup dans le crowdfunding on met ce crowdlending. Si on regarde le crowdlending plus particulièrement, c'est quoi la tendance aujourd'hui ? C'est aussi connu et aussi utilisé que le crowdfunding ? Alors, c'est encore un peu moins démocratisé que le crowdfunding en don. C'est peut-être plus jeune aussi ou pas forcément ? C'est un peu plus jeune aussi. Mais la réglementation et les possibilités de faire du crowdlending sont effectives depuis 2014. Donc, ça commence à faire quelques années néanmoins. Mais c'est vrai que c'est un peu moins populaire que le financement participatif en don. Je parlerai juste de financement participatif en prêt ou de crowdlending plutôt que de prêt participatif, qui est un outil financier proposé par les banques qui est encore un peu différent. Donc on parle de financement participatif en prêt, soyons précis. Ça évite de faire l'amalgame. Bien sûr, ça évite de confondre différents produits. Exactement. Mais le crowdlending a quand même le vent en poupe, hein, clairement. C'est aujourd'hui le plus gros volume collecté dans l'univers du crowdfunding. Donc, si on regarde dons, prêts, investissements en capital, le crowdlending tire largement son épingle du jeu puisqu'il représente 73% de la collecte en 2020 avec 742 millions d'euros collectés sur les 1 milliard et quelques d'euros collectés dans l'univers du crowdfunding. Donc le crowdlending plaît aux épargnants. Est-ce qu'il y a une explication à ça ou Parce qu'il y a une rentabilité. Parce qu'il y a une rentabilité, c'est ça ? Parce que ça marche ? Parce qu'en fait, ça permet de concilier à la fois l'aspect affectation de son épargne à un projet qu'on a choisi. D'accord. Ça permet de financer l'économie réelle. Et puis, ça permet aussi, contrairement au don, où on est plus dans un acte un peu charitable ou alors on espère une contrepartie, mais ça reste un don. Le prêt permet de recevoir une rentabilité financière aussi pour l'investisseur. Alors, j'ai le crowdlending, ou du coup le financement participatif en prêt, est éligible au PGE.
C'est du coup quelque chose qui a beaucoup fonctionné également sur 2020 ou finalement pas tant que ça? Alors, un petit peu, enfin, ça a permis de venir soutenir un certain nombre d'entreprises en difficulté. Donc, c'était évidemment extrêmement important. Et puis, une vraie reconnaissance pour le secteur de permettre aux plateformes de prêts rémunérés qui sont intermédiaires en financement participatif de pouvoir octroyer des prêts garantis par l'État à des entreprises en difficulté au même titre que les banques. Donc c'était évidemment un message très fort. C'est ce qui explique peut-être la collecte en 2020 aussi conséquente ou pas forcément le fait que ce soit garanti par l'État ou... Alors ça explique que ça ait quand même fonctionné sur les plateformes de crowdlending parce que le PGE, donc c'est le même fonctionnement pour une entreprise que vous passiez par une banque ou par une plateforme. À la différence près que c'est pas tout à fait les mêmes tarifs. D'accord. Mais un prêt garanti par l'État sur une plateforme de financement participatif, la plateforme ne va pas pouvoir se rémunérer au-delà de 1 000 € sur le projet. D'accord. Ce qui est ça, c'est le cadre légal ou c'est... Oui, c'est ce qui a été décidé entre le secteur du financement participatif et la Direction générale du Trésor. Donc pas plus de 1 000 € de rentabilité finalement ou en tout cas... de frais payés par l'entreprise, effectivement. Par l'emprunteur, pardon. Par l'emprunteur, d'accord. Donc l'entreprise qui vient effectivement chercher des fonds. Et côté particulier, c'est capé la première année à 2% de taux d'intérêt. Donc c'est nettement plus bas que les taux d'intérêt qu'on va voir sur d'autres projets qui ne sont pas financés via des PGE sur les plateformes. D'accord. Mais c'est des prêts qui sont garantis par l'État à hauteur de 90%, ce qui explique un taux d'intérêt ce fameux moindre. couple rendement-risque, on le retrouve partout. Donc il n'y a pas de raison que dans le crowdlending, on ne le retrouve pas. Moins de risques, moins de rendement. Voilà, exactement. Après, les PGE, c'est près de 5 millions d'euros collectés en 2020. Donc sur les 742 millions d'euros collectés, ça reste un petit volume parce que c'est des prêts aussi qui restent risqués à la fois pour la plateforme qui va les octroyer et puis pour le prêteur derrière qui affecte son épargne. Alors Aurélien Gouraud, on a effectivement évoqué là, le PGE. C'est une des façons de faire du financement participatif en prêt. Il y a également l'obligation, ça tout le monde connaît. Le prêt directement, alors c'est quoi la différence entre les deux? Il y en a un qui est un titre financier qui est potentiellement négociable. D'accord. Et de l'autre côté, le prêt ou le mini-bon qui est un outil qui a été créé par Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie. Donc on a différents outils financiers qui sont disponibles. Voilà, mais la grande différence, c'est que l'obligation est un titre négociable, comme l'est une action, par exemple, qu'elle soit cotée ou non, à la différence d'un prêt qui est un contrat entre deux personnes, une entreprise qui emprunte et un prêteur. Donc on a vraiment deux choses différentes. L'autre aspect un petit peu important, c'est que sur une obligation, vous avez une masse d'obligataires avec un représentant de cette masse, qui généralement est la plateforme qui a géré la collecte. Là où le prêt et le mini-bon ce sont des contrats entre parties, on a une représentation de la masse qui est un petit peu moins naturelle, une protection potentiellement un petit peu plus faible que l'entreprise peut traiter avec chacun de ses emprunteurs, là où avec des obligataires, elle traite avec une masse, donc elle ne peut pas se permettre de traiter différemment. Elle traite, tout le monde est géré pareil, entre guillemets, alors que quand on prête directement, même si on passe par une plateforme finalement. Aujourd'hui, avec les usages, on a les emprunteurs se retrouvent avec une masse, mais qui légalement n'a pas de réalité. Mais on a cette petite différence technique, mais on a cette palette d'outils financiers qui sont à notre disposition. L'obligation reste maintenant un peu la norme et commence à s'imposer sur la plupart des opérations qui sont menées par les plateformes. Non, mais c'est intéressant effectivement de connaître effectivement les différentes façons d'investir et de savoir que même s'il y a une plateforme, au bout d'un moment, quand on parle de prêt, c'est un contrat entre la personne qui prête et l'entreprise directement. Il y a deux questions qui viennent comme ça quand on parle de crowdlending. La première, c'est ces plateformes existent, mais avant ça, il y avait des banques. Comment est-ce que, du coup, les deux existent? Parce que, prêter à des entreprises, il y a quand même des institutions qui le font depuis très longtemps. Ça s'appelle des banques. Donc, du coup, comment est-ce que le crowdlending et ces plateformes arrivent à émerger? Puis après, la question des rendements. Mais peut-être d'abord, cette question, Florence de Maupoux, de la cohabitation entre les deux. Parce que trouver des épargnants qui ont envie de choisir les produits dans lesquels ils investissent, on imagine que c'est assez facile. Mais les entreprises, qu'est-ce qu'ils font qu'elles viennent sur une plateforme de crowdlending? D'abord Florence de Maupoux et ensuite Aurélien Gouraud. Oui, il y a une coexistence. On n'est pas venu remplacer les banques, loin de là.
Mais il y avait un marché et c'est bien pour ça que... Enfin, il y avait un besoin et c'est bien pour ça que le marché s'est développé. Parce que les banques prêtent aux entreprises, évidemment, mais elles ne prêtent pas à toutes les entreprises. Elles ne prêtent pas forcément pour tout type de projet. Elles sont parfois un peu frileuses à prêter pour tout ce qui est besoin immatériel. Donc, en fait, les plateformes de financement participatif viennent aussi combler un trou dans la raquette pour permettre à ces entreprises d'aller chercher des financements là où les banques sont parfois frileuses à prêter à ces entreprises. D'une part, et puis d'autre part, c'est aussi pour l'entreprise, c'est aussi un moyen de diversifier en fait ses ressources et de ne pas dépendre uniquement d'une banque, mais d'avoir plusieurs interlocuteurs en face. C'est aussi un moyen de communiquer puisqu'elle va... elle va quand même afficher son projet, son produit, son entreprise au grand public de manière publique, vrai, accessible sur une plateforme. Alors, c'est aussi le contre-coup du crowdlending, c'est qu'il faut pouvoir s'exposer. Évidemment, on ne peut pas rester complètement secret et on étale ces chiffres à des investisseurs, enfin des prêteurs particuliers potentiels. Mais ça permet de se faire connaître en plus du financement qui est apporté par la plateforme, ce qui n'est pas permis côté banque. Aurélien Gouraud, du coup, même question. Si je comprends bien, on peut se dire assez rapidement, ok, finalement, du coup, les projets sont plus risqués sur les plateformes de crowdlending qu'ils le sont qu'ils le sont quand ils sont proposés à une banque. Alors, les banques ont des filtres de sélection qui font que mécaniquement, elles vont tendre vers les projets les moins risqués, mais il n'y a pas de distorsion à ce point entre des produits risqués auprès des plateformes et des produits non risqués pour les banques. On a quand même une marge qui est beaucoup plus faible et des projets types qui vont aller vers l'un ou l'autre. Le profil de risque est un critère. Après, il y a une rapidité d'action. D'accord. Les banques, malgré tout, sont entrées dans des process qui sont extrêmement longs de prise de décision et de validation des dossiers. Et ce, malgré qu'on ait un interlocuteur quand on est une banque et qu'il faut rassembler une foule quand on est une plateforme. Ça a été les débuts du crowdlending où c'était le frein au développement des plateformes. C'est-à-dire que les entreprises s'inquiétaient du temps de collecte. Aujourd'hui, on voit des temps de collecte qui sont devenus extrêmement courts. Et on se retrouve, je vais prendre un exemple... Nous, notre record de collecte, c'est 6 millions d'euros. Entre l'ouverture de la collecte et la libération des fonds, il s'est passé 40 jours. Vous prenez une petite phase d'étude au préalable et de structuration du produit. Un tel montant, 6 millions d'euros auprès d'une banque aujourd'hui, vous allez mettre entre toutes les phases d'analyse, de passage en comité, des temps qui seront à peu près similaires. Ce qui fait que la durée de collecte n'est plus un frein aujourd'hui. Et on voit même des collectes qui mettent 48 heures pour être close. Alors je rappelle que l'Endopolis est une filiale du coup d'un groupe bancaire, de la Banque Postale. Pour autant, c'est deux acteurs différents. Comment ça fonctionne? Le crowdlending a sa façon de fonctionner et la Banque Postale a son autre façon de fonctionner. On est complètement indépendant et aujourd'hui, une entreprise peut très bien appeler la Banque Postale pour financer un projet ou nous appeler et il n'y a pas de synergie, on va dire, en tant que telle, même si parfois certains dossiers se retrouvent chez on vous met en concurrence chez l'un ou l'autre. La concurrence se fait pas si naturellement. Généralement, le porteur de projet sait exactement ce qu'il veut et il se dirige assez rapidement vers l'un ou l'autre des acteurs. Là où le monde bancaire et les plateformes ont évolué, c'est-à-dire que 2014, qui est le début du statut, on a une volonté de la plupart des plateformes de disrupter le modèle aussi bien auprès des emprunteurs qu'auprès des épargnants, puisqu'on propose aux épargnants d'investir directement dans des projets concrets qui sont capables d'identifier et d'analyser eux-mêmes. Quelques années plus tard, on se rend compte que ces deux mondes ont appris à travailler ensemble. Les plateformes collaborent avec les banques sur des projets où on vient financer une partie du projet, la banque en finance une autre partie, et les crédits... C'est ça, on peut cumuler les deux aussi au niveau des banques. D'accord, et au niveau des banques et des plateformes. Puis on retrouve des banques qui ont compris l'attrait pour les investisseurs d'avoir du financement participatif avec des projets très concrets. Et donc les banques qui sont rentrées dans le schéma et qui rachètent certaines plateformes ou collaborent avec certaines, voire créent en interne une propre plateforme pour leurs épargnants. Alors très 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 rapidement, parce qu'on n'a plus tout le temps, Florence Demopou, on n'a pas parlé de rendement, et ça peut intéresser quand même les épargnants dans une émission sur le patrimoine, les rendements moyens sur le financement participatif en prêt. Alors en 2020, le rendement en prêt rémunéré, c'était 6,27%, et pour l'obligataire, c'était 7,14%. Sachant que l'obligataire concerne, le financement participatif en obligation concerne énormément le secteur immobilier de plus en plus. D'accord.
Aujourd'hui, c'est 75% de la collecte en crowdlending. Et les énergies renouvelables qui représentent 13% de la collecte en crowdlending. Les énergies renouvelables, qui est d'ailleurs le secteur d'activité dans lequel l'Endopolis concentre ses investissements. Bon, on a parlé de rendement, on n'a pas le temps de les détailler. Évidemment, il faut quand même aller regarder ce dans quoi on investit. Il y a une part de risque toujours dans le financement participatif en prêt. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir détaillé, défriché un petit peu ce crowdlending. Ce sera l'occasion de revenir un petit peu plus dans le détail dans quelques semaines sur une thématique ou une autre du crowdlending. Merci en tout cas Florence Demopou, directrice générale de financeparticipative.org, et merci Aurélien Gouraud, directeur des opérations et du développement chez l'Endopolis. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, juste après la publicité. Rebonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie d'émission en partenariat avec Club Patrimoine où tous les jours à 13h30, nous donnons l'appareil aux professionnels du secteur de la gestion de patrimoine, mais aussi aux experts pour décrypter leurs enjeux et leurs choix en cette période de rentrée. Nous avons d'ailleurs été rejoints pour cette deuxième partie par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière de la semaine. Et aujourd'hui, au sommaire, déjà le Club Macro. Et notre invité sera aujourd'hui Vincent Pecker, directeur commercial de Taylor Asset Management. Et on lui posera la question que beaucoup se posent, action, stop ou encore. Et ensuite, dans le Club Action, on se posera la question de l'inflation, un débat récurrent. Est-elle conjoncturelle, est-elle structurelle? Un débat qui pose question dans les stratégies obligataires. On fera le point avec Étienne Gorgeon, gérant obligataire chez Sanso Investment Solutions. Et restez avec nous jusqu'à la fin dans le Club Expert. Notre chroniqueur du jour, Vincent Courroyer, président de Magna Carta, nous parlera de gestion pilotée. Et si c'était la solution pour répondre à la complexité des marchés financiers, on le saura à la fin d'émission, Nicolas. Et on se retrouve tout de suite dans le Club Macro. Et bienvenue dans le Club Macro. Vincent Pecker, directeur commercial de Taylor Asset Management, vient de nous rejoindre. Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour Laura, bonjour Nicolas. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec vous, Vincent, parce que je suis sûre qu'on vous pose la question tous les jours. Action. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On y va pas? Si oui, est-ce qu'on y va à fond ou est-ce qu'on y va sur la pointe des pieds? Parce que quand même, les marchés ont un petit peu corrigé la semaine passée. C'est une question effectivement qui revient souvent et pour nous, gérants action, la question de savoir s'il faut telle semaine ou tel mois de l'année, aller sur les actions n'est pas spécialement fondamentale. Effectivement, nous, quand on nous pose la question, les marchés sont hauts, est-ce qu'il faut sortir, les indices ont bien progressé, on pourrait tenter de dire oui, pourquoi pas. Sortons et puis attendons de voir et revenons quand c'est plus bas. Le problème, c'est qu'on s'expose à une deuxième question qui va être la question du réinvestissement. Les marchés ne sont pas à l'abri de reprendre 30% dans les 18 prochains mois. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On reste en cash en attendant une crise qui potentiellement arrivera dans 2 ans, 3 ans, peut-être 4 ans. Et donc, du coup, on se retrouve avec des portefeuilles immobiles. Donc, notre sentiment en tant que gérant action, c'est qu'il faut garder de l'action 365 jours par an. Alors, évidemment, c'est votre métier. C'est ça. C'est notre métier, mais à affiner en fonction du profil de l'investisseur, en fonction de son horizon de placement, bien évidemment. Après, évidemment, pas n'importe quelle action. Et c'est là que notre rôle intervient. C'est-à-dire qu'en tant que gérant, nous sommes des stock pickers. Et quand on regarde un indice, prenons le CAC 40, qui est l'indice référence de nos clients et puis de nos auditeurs, c'est un indice qui, depuis le début de l'année, arrêté hier soir, fait à peu près plus 20 depuis le début de l'année. Mais quand on ouvre le capot et quand on regarde ce qu'il y a dedans, on retrouve un Saint-Gobain à plus 67 et un Total à plus 5. Donc il y a 62 points d'écart entre le meilleur élève et le moins bon élève de l'indice depuis le début de l'année. Donc ça montre qu'il y a des disparités qui sont énormes et le rôle d'un gérant action, c'est d'aller sélectionner les valeurs dans son portefeuille en fonction de son process, de sa méthodologie. C'est-à-dire que la gestion indicielle, c'est bien quand les marchés font plus 20
C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est le moment de la gestion active, là, en cette rentrée de septembre, puisqu'on a vu des indices américains et européens, ou en tout cas CAC 40, j'entends, qui ont progressé de manière pas uniforme, mais en tout cas suffisamment rassurante dans un monde où tout allait bien, entre guillemets, c'est-à-dire qu'après, d'un point de vue financier, c'est-à-dire qu'il y avait un soutien monétaire, il y avait un soutien budgétaire, plus compliqué, mais qui était quand même présent aux États-Unis et en Europe. Il y avait une reprise qui était là. On se disait, les indices montent, c'est très bien, en fait, il suffit de faire de la gestion indicielle et tout va bien. Là, on rentre dans un moment un peu plus d'incertitude. Il y a cette question du tapering, à voir si... puisque ce n'est pas vraiment une surprise, la question c'est calendrier, c'est si ça change vraiment quelque chose pour un gérant action ou pas, vous nous le direz. Mais est-ce que du coup, là, on rentre dans le moment de la gestion active de, là, il faut aller sélectionner telle valeur plutôt que telle valeur? C'est plus que jamais le moment de la gestion active. Effectivement, alors, vous parliez au passé à l'instant en disant... Il y avait une reprise, il y avait du soutien. Non, je disais, il y avait le meilleur des deux mondes. Voilà. Et là, maintenant, c'est plus forcément coordonné de la même manière. Voilà. La situation, pour nous, est quand même très positive. Effectivement, on tend à commencer à la nuancer, la situation macroéconomique, j'entends. On tend à commencer à la nuancer aujourd'hui, mais elle reste quand même fondamentalement positive. Nous, on reste constructif sur les marchés à moyen terme. Alors, constructif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, on n'anticipe pas forcément plus 20 sur la deuxième partie de l'année. Voilà, effectivement, les marchés, à notre sens, notre scénario, c'est qu'ils vont continuer à progresser dans des proportions peut-être un peu moins fortes et peut-être un peu moins uniformes. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que la gestion active prend tout son sens. Chez Taylor Asset Management, on a mis en place une méthodologie qui nous permet d'aller chercher de la valeur dans différentes typologies de marchés, et surtout dans différentes phases du cycle économique. Voilà, donc qu'est-ce que vous regardez? Vous faites quoi? De la value, de la croissance? Vous regardez quel type de valeur en plus? Capi, des petites, des grandes? Notre premier principe chez Taylor AM en gestion action, c'est justement de sortir du clivage value-croissance. Nos gérants ont la conviction que... Vous êtes blend? On peut dire qu'on est blend d'une certaine manière. En fait, l'idée, c'est de se dire que value-croissance, ça marchait très bien dans les années 90, 2000, mais que ce clivage a montré de très très fortes limites depuis 2016. Donc la première décision de nos gérants, ça a été de se dire comment on va regarder les actions. Donc on a identifié 3 catégories. Valeurs défensives, donc qui vont être des valeurs socles de portefeuille, qui sont en général les références de la cote sur des marchés très matures, prenons par exemple Air Liquide. Des valeurs offensives qui vont être présentes sur des marchés un peu moins matures, mais avec des potentiels de croissance très importants, par exemple des Dassault Systèmes, et les valeurs cycliques, qui portent bien leur nom et qu'on va plutôt favoriser dans des phases soit de reprise économique, soit d'accélération de cycle. Et en fait, le rôle de nos gérants, c'est de positionner le curseur entre ces 3 types de sociétés, et ça en fonction d'un scénario macro. Donc on regarde la macroéconomie, et ce scénario macro repose sur le momentum, sur les politiques monétaires et budgétaires, et puis les valos. La valorisation des marchés. Je reprends la question de Laura qui parlait de grosse ou de moyenne capitalisation. Vous nous avez donné des exemples de grosse capitalisation française. Du coup, c'est l'essentiel de votre stratégie aujourd'hui ou c'est un peu plus large que ça? Alors, nous sommes des gérants actions européennes. Nous avons 2 fonds. Alors, pour les citer, il y a Taylor Action Avenir ISR qui est un fonds plutôt large cap, et Taylor Action Entrepreneur qui, lui, va se focaliser sur les petites sociétés. Donc, on regarde toutes les tailles de sociétés, mais on les affecte à tel ou tel fonds en fonction de la capitalisation. En décembre 2020, il y a eu un rapprochement entre vous, As Gestion, parce que vous étiez donc As Gestion il y a encore peu de temps, avec Taylor Capital. Vous êtes devenu donc Taylor AM. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous collectez plus? Est-ce que vous allez plus vite? Est-ce que les CGP ont bien compris qui vous étiez aujourd'hui? Alors, ça nous apporte avant tout de l'expertise. Effectivement, As Gestion était une société de gestion qui faisait de l'action et du diversifié, multiclasse d'actifs, et Taylor Capital c'est uniquement de l'obligataire. C'est la vraie expertise obligataire. Exactement. Le mariage a créé une société qui fait à la fois de l'action, de l'obligation et de l'allocation d'actifs. Donc aujourd'hui, on a des expertises beaucoup plus musclées sur différentes classes d'actifs. Ça nous aide aussi commercialement, parce qu'effectivement, la société se porte bien et on réalise une belle année, à la fois en termes de performance. On a regardé les performances et de collecte. Je reviens sur la question principale, action, stop ou encore le luxe qui
cale, on peut le dire ainsi, la semaine dernière, en tout cas, qui affiche des chutes sur certains titres entre 15 et 20%. On peut se dire en cette rentrée, tiens, le plus gros moteur du CAC 40 cale pour une décision à l'autre bout du monde, en Chine, parce qu'on se dit que finalement les Chinois les plus riches vont peut-être un petit peu moins consommer en France. Action, stop ou encore. Vu de l'extérieur, on pourrait se dire, c'est peut-être le moment d'attendre un petit peu. Vous nous disiez que ce n'était pas votre point de vue, mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit à un épargnant ? Qu'est-ce qu'on lui dit pour le rassurer sur les marchés actions ou lui dire, effectivement, vous avez raison, on n'est pas non plus 100% sûr de l'évolution. Alors, les marchés, effectivement, ont énormément progressé depuis le début de l'année et on a vécu un été quasiment parfait. On pouvait aller à la plage, quoi. On pouvait laisser son téléphone. On pouvait globalement aller à la plage. Jusqu'à la semaine dernière où il y a eu une prise de respiration sur le marché qu'on essaye quand même de relativiser dans un scénario de moyen terme. Alors effectivement, il y a eu les minutes de la Fed qui ont inquiété. Bon, le contenu du rapport était quand même assez attendu. La Chine a annoncé un certain nombre de régulations supplémentaires. Bon, oui, la Chine est un pays communiste. On a eu tendance à l'oublier, mais la Chine est un pays communiste. Et puis, on s'est également souvenu que le variant Delta était encore là et qui pouvait potentiellement un peu perturber la reprise économique. Pour nous, il faut quand même relativiser cet épisode de la semaine dernière et le remettre plus largement dans un contexte un petit peu plus long. La gestion action, encore comme je vous le disais en préambule, ne se fait pas sur une semaine ni sur un mois. C'est pas l'histoire d'un soir, la gestion action. On se projette et on identifie des business models qui peuvent potentiellement être encore présents dans 10 à 15 ans. Le luxe n'est pas mort. Le luxe va continuer à exister. On n'a plus beaucoup de temps, les Chinois seront encore plus riches demain qu'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, pour nous, en tant que stock picker, là où on va aller orienter nos portefeuilles, c'est déjà sur des sociétés qui nous donnent de la visibilité. Voilà. Le Covid n'est pas terminé. Ça reste quand même l'élément structurant plus que les annonces de nouvelles régulations en Chine. Donc, le Covid n'est pas terminé, donc on va plutôt favoriser des sociétés qui donnent de la visibilité. Des sociétés... Merci Vincent. Je suis désolée, je suis obligée de vous couper. Bon, on en reparlera. D'ailleurs, vous reviendrez nous voir. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de Taylor AM. Et tout de suite, on se retrouve dans le Club Action. Merci Vincent. Bienvenue dans le Club Action à présent, le Club Action où nous recevons Étienne Gorgeon, gérant obligataire chez Sanso Investment Solutions. Bonjour Étienne Gorgeon. Bonjour Nicolas. Bonjour Étienne. Alors, je vais rappeler des éléments de contexte que certains connaissent, que d'autres suivent peut-être d'un petit peu plus loin. C'est pas une période si simple que ça pour les gérants obligataires. Les taux d'emprunt aux États-Unis et en Europe sont au plus bas. Ils continuent de reculer, tandis que l'inflation aux États-Unis, en tout cas, reste à un niveau élevé, plus 5,4% en juillet. Même niveau exactement en juin sur un an, même si le ralentissement par rapport aux derniers mois commence à se faire sentir. Certains arguments plaident pour une inflation conjoncturelle, d'autres pour une inflation structurelle. C'est le débat un peu qu'on a très régulièrement sur différents plateaux télé et entre experts financiers. Et une incertitude plane pour le moment sur un calendrier arrêté de réduction du soutien monétaire de la Fed aux États-Unis. En tout cas, pour le moment, dans quelques heures, ce sera peut-être différent. On aura peut-être un calendrier au symposium de Jackson Hole avec la prise de parole de Jérôme Powell. Tout ça pour dresser un peu le contexte. Qu'est-ce qu'on fait quand on est gérant obligataire ? Est-ce qu'on se dit, finalement, j'attends de voir comment ça va se dérouler, tout ça, ou qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les décisions qu'on prend ? Vous avez bien introduit le débat. Il y a deux questions dans le sujet. Il y a deux questions. La première, c'est pourquoi est-ce que les taux baissent en ce moment, alors que la Réserve fédérale va nous éclairer sur sa réduction de planche à billets, de rythme de planche à billets, et que la croissance aux États-Unis est au plus haut. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, effectivement, c'est dans un contexte d'allocation patrimoniale, est-ce qu'on est dans une situation où l'inflation va être passagère, de transition, comme le pense la Réserve fédérale et le marché, ou est-ce qu'il y a un risque qu'elle soit beaucoup plus structurelle ? Donc ces deux sujets, il y en a un qui est un peu plus de moyen terme, et l'autre qui est plus la thématique du moment, celui pourquoi les taux sont si bas en ce moment. Ouais. Étienne, est-ce qu'on peut répondre à la première, là, du coup Alors, on va répondre à la première. Structurelle ou transition. La première chose pour bien comprendre, c'est pourquoi il y a un débat. C'est pas la première fois que l'inflation remonte dans une phase de reprise économique. La première chose, c'est que c'est la première fois depuis 30 ans. 30 ans, ça fait long quand même. Bien sûr. 30 ans que l'inflation cœur ou corps, c'est-à-dire on retire les variables comme l'énergie et les denrées alimentaires. C'est la première fois qu'elle est aussi haute.
Donc, on est obligé de se dire, tiens, il se passe quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis extrêmement longtemps. La deuxième chose, c'est qu'on est dans un environnement où la croissance américaine est assez élevée. C'est-à-dire que le patient n'est pas vraiment malade ou n'est plus vraiment malade. Et dans le même moment, on est en train de mettre une charge. Ouais. Le mot est pesé. On est en train de mettre une charge sur ce patient en termes de stimulus budgétaire qui correspond à 20 points de PIB américains, c'est-à-dire 2 fois ce qui avait été fait en 2008 et jamais testé en temps de paix. C'est des choses qu'on a plutôt vu en temps de guerre. Et donc, si vous voulez, on est obligé de se poser la question, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'en faire beaucoup trop, comme le pense Larry économiquement, et qu'en fait, on est en train de réveiller l'ours qui dormait bien gentiment dans sa tanière, l'ours de l'inflation. Est-ce qu'on n'est pas en train de le titiller? Est-ce qu'on n'est pas en train de... Et donc, le débat est vraiment là. Une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas trancher pour l'instant. Ce qu'on peut voir, c'est que ça fait 4 mois désormais que l'inflation cœur, c'est celle-là qu'il faut regarder, est au plus haut. 4 mois, ça commence à être une inflation de transition, mais qui dure. Oui, une transition qui n'est pas si passagère que ça. Et une autre chose qui, à mon avis, est probablement le message principal qu'on souhaite passer, nous, chez Senso, c'est de dire, vous êtes prêts à une inflation de transition. Tout le monde est prêt, c'est le consensus de marché. Il n'y a pas grand-chose à changer dans vos allocations. Cependant, et ceci n'est pas petit, il y a une probabilité que cette inflation structurelle, cette probabilité augmente, on ne peut pas l'ignorer. Si cette inflation devait devenir structurelle, alors attention, parce que c'est des constructions de portefeuille qui n'ont absolument rien à voir avec celles qui sont en ce moment. Ça aurait des implications assez fortes en termes plutôt des marchés un peu compliqués, voire très compliqués. Et c'est ça le débat, c'est soyez prêts au cas où. Ça, c'est la deuxième question, parce que quel serait l'impact justement d'une inflation structurelle sur les portefeuilles? En fait, tout ce que vous avez connu, va falloir revenir dans les années 70. Donc un environnement qui est très peu porteur pour tous les marchés, que ce soit obligataire ou actions, ce qui veut dire que dans la majorité des cas, vous allez probablement perdre de l'argent. Donc il faut simplement être prêt parce que depuis, on a appris pas mal de choses, on a des nouveaux instruments. Donc il y a des façons de se prémunir et même de gagner de l'argent avec des fonds, qui peuvent se protéger contre les baisses de marché en utilisant des dérivés. Sur la partie obligataire, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs dans nos fonds, c'est réduire les maturités moyennes. Plus c'est long, plus vous êtes exposé à des augmentations de taux ou une inflation assez forte. Bien sûr. Donc il faut avoir des fonds assez courts en maturité moyenne. Vous pouvez sortir des performances positives. Ce que vous avez, vous, des fonds courts. Ce qu'on a fait exactement, parce que ça coûtait rien de le faire, de se protéger. Donc c'était une opportunité. Et puis vous avez des instruments comme les indexés d'inflation, les taux variables. Ça devient très technique, mais... quand on a un tout petit peu de bouteille et qu'on a vu certains environnements, il y a matière à se protéger. Mais le message, c'est... vous n'êtes pas obligatoirement prêt, réfléchissez-y, il y a des constructions de portefeuille simplement à préparer au cas où cette inflation devait vraiment... Vous n'êtes pas obligatoirement prêt, vous les épargnants, vous n'êtes pas obligatoirement prêt à l'environnement actuel, c'est ce que vous nous dites? C'est ce que moi je vois dans les allocations, c'est-à-dire que moi en tant qu'investisseur et que je réembligataire... les produits que vous avez aujourd'hui ne sont pas prêts à l'environnement? Non, ce que je vois, c'est que les investisseurs pensent que l'inflation n'est pas structurelle et de transition, et donc ils ont plutôt des portefeuilles, et c'est plutôt une bonne chose, qui sont orientés pour gagner, pour générer de la performance en s'attendant à ce que les marchés montent. Sauf que si cette inflation devenait structurelle, très mauvaise nouvelle pour les marchés devraient devenir baissiers. Les banques centrales devraient augmenter les taux, marché qui n'a rien à voir avec celui dans lequel on est. Et là, ça implique des constructions de portefeuille radicalement différentes. Et encore une fois, le seul message que nous on souhaite passer, c'est vous savez gérer un environnement non inflationniste ou faiblement inflationniste. Attention, soyez prêts au cas où. Il y a des choses à faire. On n'est pas obligé de prendre des pertes. On peut se préparer. Voilà le message. Alors, il y a le au cas où. Je me suis amusé, on s'est amusé d'ailleurs avant cette émission à regarder un peu les arguments de part et d'autre. Inflation conjoncturelle, inflation structurelle. Vous avez, vous, déjà une position sur le sujet? Alors, il y a l'argument favorable à une inflation structurelle, c'est celui de Larry Summers, et il est très bien fait. C'est normalement, vous devez générer un déficit budgétaire qui est en phase avec votre baisse de PIB. Or, il n'y a plus de baisse de PIB. On a récupéré aux États-Unis les plus hauts, on a dépassé les plus hauts, et on est en train toujours de mettre une charge, pardon, le mot est un peu fort, mais voulu, de 20 points de PIB, ce qui est encore une fois colossal. Donc, on ne sait. Mais en même temps, les États-Unis ne pouvaient pas faire autrement. En fait, vous pouviez faire beaucoup moins. Logiquement, mais ça n'aurait pas été compris politiquement. Là, je parle. Effectivement, on rentre sur un autre sujet, mais c'est difficile de faire autrement. Et vous voyez, c'est totalement ça le sujet. C'est que l'inflation, ça ne se décrète pas. C'est une conjonction de différents facteurs politiques, économiques, etc. Là, on s'aperçoit que économiquement,
On a de l'inflation qui vient de l'action de la Réserve fédérale et des politiques budgétaires, mais on s'aperçoit également aux États-Unis, et c'est important, c'est que le gouvernement démocrate veut de l'inflation. Si vous regardez les les discours de Joe Biden, c'est plus de pouvoir d'achat, c'est plus d'aide, c'est plus de soutien aux syndicats. Donc vous nous dites qu'on est en train de la rendre structurelle. On est en train de tout faire. On bascule dans un monde qu'on n'avait pas vu depuis 68-70. Un monde dans lequel il y avait structurellement beaucoup plus d'inflation. Est-ce que ça veut dire qu'on va réussir? Est-ce qu'ils vont réussir à faire cela? Et est-ce qu'ils vraiment ils le veulent au passage? Parce que je ne pense pas qu'ils mesurent exactement ça. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, clairement, il y a une volonté politique pour changer de paradigme. Et ce paradigme est probablement plus inflationniste potentiellement. Comment vous vous adaptez, vous, Étienne? Qu'est-ce que vous faites dans votre gestion? Est-ce que vous mettez des couvertures? Bon, ce sont des fonds courts, hein, on l'a dit. Ouais. Donc vous êtes déjà assez protégé. En fait, la première chose qu'on a faite, c'était de dire, est-ce qu'on peut préparer au cas où sans que ça coûte en termes de performance? Parce que pour l'instant, il faut aller capter de la performance. Les marchés sont porteurs, hein, donc il faut plutôt aller chercher de la performance. Donc on sait, ce qu'on a fait, qui est tout simple, c'est on achète des instruments qui sont dans notre monde assez connus, des taux variables. C'est que si les taux remontent, vous savez que si les taux montent, les prix baissent. Bien sûr. Donc, il y a un instrument obligataire pour lequel ça ne se passe pas comme ça, ce sont ce qu'on appelle les taux variables. Quand les taux montent, ça se répercute sur le coupon et vous gagnez de l'argent. Et donc, on a réduit la maturité moyenne. Hein. Plus les fonds sont longs en maturité, plus ils sont exposés aux variations de taux. Et on a on a augmenté la proportion de taux variables. Et effectivement, on est prêt. C'est-à-dire qu'on sait exactement ce qu'il faut faire si on s'aperçoit que cette probabilité d'inflation structurelle augmente encore plus. Et là, ça sera des dérivés, ça sera plus de cash, ça sera d'autres instruments. Pour l'instant, donc on se prépare en fait. Voilà, on se prépare. On est à une étape où on s'est dit, on a quelques ajustements qui coûtent rien, qui ne nous empêchent pas de continuer à faire de la performance, à générer de la performance, mais qui, au cas où, commencent déjà, nous protégeraient. Voilà. Très très rapidement, il nous reste quelques secondes. Quelles sont vos attentes avant le discours de Jérôme Powell à Jackson Hole cet après-midi? C'est vrai que les attentes sont à la fois assez élevées et bien pilotées. Pilotées dans le sens où on sait que les principaux membres de la Réserve fédérale veulent réduire le rythme de la planche à billets, donc des rachats d'actifs, ça on le sait. La question, c'est plutôt novembre, fin de l'année. On savait qu'ils s'étaient plutôt préparés pour l'année prochaine. Là, ça sera probablement quelque part en novembre-décembre. Donc on aura quelques éclaircissements. L'autre sujet, c'est que le bilan de la Fed est énorme, désormais. Hein, il est passé de 4 000 milliards à 8 000 milliards. Et que même s'ils s'arrêtent de racheter ou s'ils commencent à réduire ce volume d'actifs, ils ont expliqué qu'en fait, le bilan... Donc toutes les échéances, les tombées de coupons, c'est de l'argent qui arrive, ils vont continuer à les réinvestir. Donc même en réalité, si la Réserve fédérale réduit son volume d'actifs d'achat sur les marchés, en fait, elle va quand même continuer à un rythme qui reste relativement soutenu. Donc qui reste accommodant finalement pour les marchés. Exactement. Donc voilà, on voudrait des éclaircissements. On s'attend à des éclaircissements sur ce sujet. On attend des éclaircissements. Merci beaucoup Étienne Gorgeon de nous avoir détaillé cette situation un peu complexe de l'inflation à comprendre pour les investisseurs. Je rappelle que vous êtes gérant obligataire chez Sanso Investment Solutions. Merci à vous également de nous suivre. On se retrouve tout de suite dans le Club Expert. Bienvenue dans le Club Expert. Vincent Courroyer, président de Magna Carta, vient de nous rejoindre. Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour. On va parler avec vous, Vincent, de gestion pilotée. Et est-ce que c'est une solution efficace pour répondre à la complexité des marchés financiers? Et puis déjà, vous êtes aussi CGP. Hein. Quelle est la place des marchés financiers, justement, dans la mission du CGP? Alors, notre métier en tant que CGP, à accompagner l'investisseur, c'est d'essayer d'organiser son patrimoine en fonction de ses projets et d'essayer de le valoriser. Donc, on ne peut pas se passer des marchés financiers, puisque, on le sait, si on regarde les courbes sur les 20, 30, 40, 50 dernières années, les marchés financiers sont une source de valorisation indispensable à notre métier. Alors ça, c'est le point de vue CGP. Du côté des épargnants, est-ce qu'ils sont plutôt frileux ou au contraire plutôt friands d'un investissement sur les marchés financiers? Alors, bien évidemment, je dirais qu'en France, on a une spécificité. Il y a une vraie aversion, crainte, qui est plutôt liée à une méconnaissance. C'est fort le terme « vraie aversion ». Oui, alors je vais l'expliquer, on n'est pas là pour faire une thèse de sociologie, mais ça s'explique extrêmement bien. Depuis 1945, l'État-providence pourvoit nos moyens, nos besoins primaires, je vais parler de la retraite. Si on fait des comparaisons avec les pays anglo-saxons,
Il faut préparer sa retraite, donc on ouvre un compte titre tout de suite. Donc on investit dans des fonds de pension, dans des TRIT. En France, on n'avait pas besoin de ça. Donc on ne connaît pas comment le marché financier fonctionne. Puis deuxième élément, on a une spécificité qui était le fonds euro. Garantie, liquidité, performance. Pourquoi aller chercher autre chose alors que vous avez un produit qui, ni plus ni moins, investit sur les marchés financiers derrière? Est-ce que pour vous, c'est un outil indispensable, la gestion pilotée? Alors, effectivement, on se doit maintenant d'utiliser les marchés financiers, puisque, comme je disais tout à l'heure, le paradigme du fonds euro a explosé depuis quelques années, donc on se doit les utiliser. Maintenant, nous, notre métier est d'être allocateur de risque auprès de l'investisseur, pas d'être gérant financier. Pour utiliser les marchés financiers, être gérant financier, il faut être à 100% dessus. Maîtriser les facteurs macro, micro, géopolitiques, démographiques, j'en passe, et des meilleurs, on est obligé de consacrer 100% de son temps. Donc la gestion pilotée est une manière de pouvoir bénéficier de cette expertise à l'intérieur de mon investissement. Il suffit de regarder 2020. En l'espace de quelques mois, on a eu un cycle économique qu'on a l'habitude de voir sur plusieurs années. Là, cette année, en quelques mois, on l'a eu. Donc il était indispensable de faire confiance à un professionnel. Alors, vous avez parlé d'aversion au marché financier de la part des épargnants. Du coup, quand vous leur dites gestion pilotée, j'imagine qu'ils ne savent pas forcément ce que ça veut dire au premier abord. On peut peut-être redéfinir ce que c'est que la gestion pilotée? La gestion pilotée, c'est intégrer un produit dans leur allocation d'actifs qui va apporter une valorisation par rapport à leur projet, par rapport à leur volonté de valorisation de leur patrimoine. Donc, on est sur quelque chose qui est extrêmement didactique et où on va tenir une promesse vis-à-vis de l'investisseur. Mais alors, gestion pilotée par qui? Alors, par un gérant financier, dont c'est son métier. Donc on délègue finalement en fait la responsabilité de gérer l'actif de l'épargnant à un professionnel du secteur en fait. Oui, mais la délégation n'empêche pas la surveillance. On va continuer à le contrôler, à le surveiller. Et c'est vrai que c'est le CGP du coup qui surveille effectivement. Avec le client, c'est notre métier, avec l'investisseur. C'est notre métier de surveiller, d'arbitrer quand c'est nécessaire, de réinvestir quand c'est utile, de changer de classe d'actifs quand c'est possible, de sécuriser quand la performance est au rendez-vous. On attend ça, nous, du CGP, mais aussi du gérant financier. Et quelle place on va donner dans l'allocation, justement, à la gestion pilotée, Vincent? Comme un tout autre produit. C'est celui qui va probablement apporter le plus de valorisation. Donc on va le suivre peut-être de manière un peu plus importante, mais on va aussi l'intégrer comme un autre produit qui serait sur d'autres classes d'actifs, que ce soit du crédit ou que ce soit de l'immobilier. Donc ça a vraiment sa place dans l'allocation de risque, telle que notre métier de CGP doit l'entreprendre. Du coup, si je suis épargnant et que je vais voir un CGP, qu'on me propose la gestion pilotée, je me dis, c'est la gestion pilotée qui m'apportera la performance. Je suis tranquille puisqu'il y a un professionnel derrière qui va gérer. C'est la gestion pilotée qui va m'apporter une certaine sécurité sur la recherche de cette performance. Alors, il y a une promesse, il n'y a pas un engagement ni une garantie, on est bien d'accord. On est sur les marchés financiers. Mais on va faire la promesse. Et le gérant financier, ce qu'on attend de lui, c'est lorsqu'on a atteint la promesse, en termes de performance, de volatilité ou de perte maximale, c'est qu'il protège le travail qu'il a réalisé. C'est ça, savoir s'arrêter à temps finalement. Que ce soit en mai, que ce soit en septembre, c'est pas grave. Si on attend 7%, une fois qu'on atteint 7%, on va protéger ces 7% autant que faire se peut. Donc on ne doit pas chercher la meilleure performance, si je comprends bien, mais rester en lien avec les attentes de celui qui a investi son argent. On est bien au service de l'investisseur. C'est très clair. Merci beaucoup Vincent Courroyer de nous avoir détaillé cette gestion pilotée, président de Magna Carta Patrimoine. C'est déjà la fin de Smart Patrimoine. C'était encore un plaisir de l'animer à vos côtés, Laura. Merci plaisir beaucoup. Partagé, Nicolas. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à présent lundi pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Passez un bon week-end. À lundi.